Tout est dit dans ces images-là, bien sûr. Il ne faut pas croire que l'orchestre que vous venez de voir, c'est un seul, unique. Il y a combien d'orchestres, Victor? Il y a plus de 300 orchestres, des jeunes et des enfants dans le pays. Des orchestres qui ont combien de musiciens? Oh là là. Bon, avec les enfants, les orchestres, le chœur, on est plus de 400 000, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est 450 000. Oui, oui. Par orchestre, il y a combien de musiciens généralement? Ah, par orchestre. Bon, là, il y a quelque chose qui était nouveau aussi, parce que pour nous, les orchestres, c'est pas la dimension naturelle qu'on connaît. Les orchestres symphoniques, normalement, c'est 90 personnes, musiciens. Et là, on a mis beaucoup plus de ça. Donc, les orchestres, chez nous, ça devient autour de 140, 150. Et encore plus. Un orchestre. Oui. Donc, ça donne une dimension de la sonorité qui est complètement différente. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Alors, c'est un système pyramidal parce qu'il y a tous les orchestres de province. Et puis, petit à petit, il y a des sélections qui sont faites pour des musiciens qui montent dans les orchestres jusqu'à l'aboutissement total qui est le Simon Bolivar Orchestra. Et ça, c'est un orchestre absolument somptueux. La plupart d'entre vous ont certainement vu des images, soit sur Arte, soit sur Internet, où on les voit véritablement drapés du drapeau vénézuélien pour un mambo absolument époustouflant. Mais c'est vrai qu'avant d'en arriver là, ce sont tellement de travail. Moi, j'ai visionné des heures, peut-être des dizaines d'heures de répétition d'enfants. Je peux vous dire que jamais j'en ai vu un qui faisait la tête. Et pourtant, ces enfants-là font au minimum 4 heures de répétition par jour. Donc tous les jours, comme disait notre ami Victor. Donc c'est possible. C'est pas parce qu'ils sont vénézuéliens qu'ils peuvent le faire et nous pas. Je crois que tous les enfants du monde sont exactement pareils. Ce rythme, etc., on leur inculquera si vraiment on leur donne en face d'eux des chefs d'orchestre qui vont être capables de les épanouir et puis de les faire frétiller, hein, quand même. Parce que c'est ça qu'on voit, vous voyez, on entendait des rires tout à l'heure en les voyant danser, etc., on se disait, bah oui, ils dansent comme ça, c'est naturel parce qu'ils sont vénézuéliens. Moi, je crois que dans quelques années, on aura exactement la même chose chez nous. Hein. C'est le tout de s'y mettre. Merci pour ce modèle que vous nous donnez, vous, les amis vénézuéliens. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête notre suffisance. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, pendant des années, je voyais bien, il y avait Raoul qui venait me voir, il me disait, tu sais, moi je parle de mon projet, de ce qu'on fait là-bas. Les Français, ils me regardent comme si je leur racontais des histoires. Ils me prennent pour un Indien. Et comment un Indien peut-il être un musicien de haut niveau? C'est ça, c'est les mots qu'il utilisait. Ça, je ne veux plus l'entendre. Vraiment, c'est un tel exemple magnifique. Ces gens sont musiciens jusqu'au bout, jusqu'à la moelle, quoi, vraiment. Et vraiment, on n'a qu'une chose à faire, c'est d'essayer de les admirer et puis d'imiter ce qu'ils font. Je pense que bientôt, on aura des enfants chez nous qui seront aussi bons que les enfants vénézuéliens. Mais merci de nous accompagner pour nous permettre de le faire. Et là, vous voulez bien le faire. Je trouve que c'est une belle idée. Alors maintenant, c'est peut-être le moment de dire une chose, parce qu'il y a quelques jours, les choses ont changé. Ça, c'est ce que Raoul me dit depuis quelque temps. Il me dit, est-ce que tu as la notion que le 21 octobre, quelque chose a changé? Le 21 octobre, Raoul est allé rejoindre Maestro Abreu, qui était en visite en France, à Toulouse. Oui, oui. Et il a appelé Raoul en lui disant, écoute, je suis à Toulouse, viens, on va parler, puisque depuis quelque temps, il entendait beaucoup parler et de moi et de mes énervements et de toutes les envies qui viennent. Et puis, il voulait en savoir plus, parce qu'il ne donne pas sa confiance comme ça, et heureusement, à n'importe qui. Alors, je te passe le micro. Bonsoir. Bon, je crois que les présentations sont faites. Je suis musicien, chef d'orchestre, trompettiste, et puis que j'habite en France depuis 25 ans. Effectivement, la date du 21 octobre, c'est très importante pour nous tous.
Parce que depuis un moment, d'ailleurs j'ai eu un rendez-vous avec M. Abreu, maestro, au mois de décembre 2011, ça fait presque un an, où j'ai présenté la possibilité de développer en France avec des acteurs importants et en créant une synergie entre plusieurs associations et des volontés et d'entamer la création de systèmes en France. Il m'a écouté, j'ai pris un avion privé pour le voir, rencontrer, personne n'était au courant, et vu la tâche, la responsabilité dont j'avais dans les mains, il a beaucoup réfléchi, et depuis un an, j'ai commencé à entamer et discuter avec plusieurs personnes, et jusqu'au moment, l'orchestre vient, il me cherchait depuis le mois d'août, j'étais en tournée en Europe, et enfin, 20 jours, un mois après, on a discuté, il m'a dit, l'orchestre vient à Toulouse, il faut que tu viennes avec nous. Et voilà, j'ai pris l'avion, et j'ai rencontré mes amis, mes anciens amis, fondateurs comme moi. Ça m'a fait un coup vraiment important. Parce que, vous savez, pour nous, l'orchestre, c'est une famille. Ça fait 25 ans que je suis là et je ne crois plus, je ne croyais plus. Et pour nous, l'orchestre, ce n'est pas le fait de jouer un répertoire, et je tiens à le dire, dans le calme, parce que l'émotion est grande, vous savez, de voir mes copains, 300 personnes de ma communauté vénézuélienne, des dirigeants, des cadres importants, des gens qui ont commencé comme moi, on était adolescents. Tu te rappelles, Victor, il venait de Valencia, moi de Maracay. Nous, pour nous, l'orchestre, c'est la reconnaissance, comme disait Victor, sociale. C'est-à-dire qu'on aimait, on a un sentiment d'appartenance. Ça, c'est très important. Ce n'est pas, pour nous, chaque orchestre, on faisait même des festivals, des rencontres, des séminaires, pour voir quel orchestre jouait mieux que l'autre. Et on partageait, on me mettait jaloux quand il y avait un musicien qui changeait d'orchestre, parce qu'on voulait garder une certaine identité, et en fait, on se rencontrait avec une sélection nationale. Et là, au bout de tant d'années, vu la croissance, le développement depuis 1975 jusqu'à maintenant, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire voir les ramifications, les liens dans le monde entier, tout le monde est au courant. Alors que dans le passé, voir des orchestres latino-américains ou d'autres pays atteindre un niveau si important, si on le racontait, personne n'allait le croire. Et là, au bout de tant d'années, il m'a dit, viens Raoul, je crois que c'est le moment de discuter, parce que j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que tu m'as raconté depuis un an, et je crois qu'il y a une opportunité à saisir. Actuellement, il y a une ouverture, et je pense qu'il y a tellement de personnes qui sont restées dans le chemin. Si vous saviez, par exemple, la ville la plus visitée par les musiciens vénézuéliens, c'est Paris. Combien de musiciens vénézuéliens ont fait des études à Paris? Combien de tournées on a fait des études à Paris? Et des orchestres dans des tournées, dans des festivals à Montpellier, et des chefs d'orchestre qui sont venus depuis plus de 25 ans. Alors que la France, c'était le pays où le maestro il voulait entamer une relation. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens historiques qui nous unissent. Depuis le 19e siècle, à l'époque de Napoléon, il y a Francisco de Miranda qui s'est battu avec Napoléon à l'époque. Il y a Simon Bolivar qui a fait des études ici à Paris, en France. Alors, le système éducatif vénézuélien s'est inspiré du système français. Nous, on étudie la langue française chez nous. Et alors, pourquoi c'est le tout dernier pays de l'Europe qui voulait entamer une relation avec nous? Ça se passe en Angleterre, ça se passe en Écosse, ça se passe aux États-Unis, toute l'Amérique latine. Actuellement, il y a la Norvège, il y a l'orchestre binational avec la Norvège. Alors, j'ai convaincu Maestro Abreu, il m'a écouté, bon, je ferai de mon mieux pour développer ça en France. Je vais envoyer Victor, qui est ici présent, pour montrer sa bonne volonté, mais nous, héritiers de toute la culture française, parce que moi,
J'ai un enfant qui est là, qui est né en France, mon fils, musicien aussi, franco-vénézuélien, mes petites-filles, et comme d'autres Vénézuéliens. J'ai convaincu un maestro pour faire participer à tous ceux Vénézuéliens qui sont en France, qui veulent participer et entamer une relation de partage, surtout de partage, de pouvoir croire et de reconnaître l'autre. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut avancer. Et je pense que c'est un cadeau humanitaire qu'on va léguer pour les générations futures. Merci. Ah, comme c'est bon de savoir qu'on partage quelque chose de fort comme ça. Votre enthousiasme fait plaisir à entendre. Justement, j'en reviens au travail qui nous reste à faire, parce que là, on est vraiment au tout début de quelque chose. Et vous avez compris que le fonds de dotation qui encadre tout ça s'appelle Passeurs d'art. Alors, Passeurs d'art, au moment où il a été créé, par moi, il y a quelques années, c'était issu d'une réflexion où je me suis dit, après avoir bien observé le travail des orchestres à l'école, en m'étant dit, bon, il y a eu des échecs, il y a eu des belles réussites, mais il y a eu des endroits où ça n'a pas aussi bien marché que ça devrait. Et peut-être que dans un endroit, une école ou un collège où ça n'avait pas pu marcher parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent ou pas suffisamment d'enthousiasme parfois par une équipe capable d'encadrer un projet comme ça, je me suis dit, en fait, je me souviens que là, dans tel collège, il y avait un prof de théâtre ou une prof de danse dans une école qui aurait pu monter un projet magnifique aussi. Donc, cette idée, en fait, a germé. Je vous explique simplement le nom de Passeurs d'art en me disant, en fin de compte, c'est tous les arts qui sont salvateurs. Et si vraiment on veut les développer, ça pourra que faire du bien à tout le monde. Maintenant, c'est vrai que le système d'orchestre avec la quantité, la pratique collective vraiment obligatoire avec les instruments en plus qui entrent dans l'aventure, ça apporte un ajout supplémentaire. Donc voilà, l'idée a été effectivement de développer Passeurs d'art et bien sûr tous les arts, je vous invite à le penser vraiment, sont très très importants et dans quelques temps on développera un projet qui intégrera vraiment tous les arts, la danse en premier, bien sûr, et puis tous les autres. Maintenant, là, on est sur le projet El Sistema. On a beaucoup de travail à faire là-dessus. Passeurs d'art, pour l'instant, c'est une petite douzaine de personnes. Voilà. On a besoin d'être vite 200 ou 500. On a besoin d'ambassadeurs. Donc, je vous invite à vous rapprocher de notre structure. Tous ceux qui peuvent avoir envie d'aider seront les bienvenus. On cherche que des bénévoles, bien sûr, hein, et des gens enthousiastes. Et puis, si vous vous dites, dans ma région, peut-être qu'il y aurait un projet qui pourrait se monter, peut-être que je pourrais, moi, avoir envie de participer à aller rencontrer les élus, à aller rencontrer des mécènes potentiels localement, rencontrer des gens qui peuvent encadrer un projet tel que celui-là, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Rapprochez-vous de nous, on recherche nos ambassadeurs passeurs d'art. Voilà, là c'est un appel à vous, n'hésitez pas à le faire. Je voudrais vous dire que la structure que l'on construit se fait très très sérieusement. On parle tout le temps de pédagogie et des méthodes et de la manière de le faire le mieux possible. Alors bien sûr, on a un modèle existant, bien sûr, mais je peux vous dire aussi que pendant sa dernière visite donc à Toulouse, du maestro Abreu, eh bien, quand il a fait venir Raoul, en fin de compte, le maestro Abreu avait l'envie de redéfinir et de réécrire la pédagogie qui devait encadrer les orchestres au Venezuela. Parce que maintenant qu'ils en sont arrivés à ce niveau-là, ils se disent maintenant peut-être qu'on peut réécrire tout ça. Et il a demandé à 3 personnes. Dans le monde, il a choisi 3 personnes pour réécrire cette pédagogie. Raoul, ici présent, et un autre Vénézuélien de France, un franco-vénézuélien qui est chez nous depuis longtemps maintenant, Williams Montesinos, qui est ici, et qui est vraiment
Voilà, une personnalité, je crois que... Ouais. Voilà. Alors William est quelqu'un d'attachant, il a un parcours incroyable, vous n'y croyez pas, je crois qu'il est allé apprendre des mathématiques dans, où ça? Au Nicaragua, non? Oui, au Paraguay. D'accord. Bah écoute, je vais te laisser expliquer tout ça, je crois que tu as quelques mots à nous dire. Bonsoir, je vais être très bref, je suis très ému aussi dans cette soirée assez spéciale, donc je vais me limiter, tout a été dit. Je dirais tout simplement que cela fait presque 40 ans qu'un désir nommé système est né au Venezuela et que ce désir devenait le modèle d'une manière d'envisager une esthétique et surtout une socio-esthétique. Et l'accumuler, il a entouré toute une population qui était jusqu'à ce moment un peu oubliée. Ceci va pas complètement transformer le regard qu'on pouvait avoir d'un pays où il n'y avait pas une tradition des orchestres, bien évidemment. Il y a à peine 40 ans, on n'imaginait pas, regardons le Venezuela comme un pays de production de technologies en matière de pratiques instrumentales. Aujourd'hui, pour cette dimension humanistique, qui est d'abord sociale, mais qui est aussi humanistique, et qui est centrée sur le savoir, ce modèle devient un paradigme, si vous voulez, subjectif, mais je dirais même philosophique, qui pourrait éventuellement faire partager la notion de bien-être avec tous les pays du monde, et que José Antonio Abreu a décidé maintenant, dans cette nouvelle étape, de mener à tous les niveaux, partout où ce système, on souhaiterait le recevoir. Voilà ce que je peux dire à ce propos-là, et voilà la tâche qui nous a demandé Maestro José Antonio Abreu 21 octobre dernier. C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis très mal à l'aise, j'étais surpris, je ne sais pas quoi dire, voilà. Excusez-moi, merci. Je crois que, bah oui, ce soir, en plus, on va clôturer cette soirée par un concert vraiment tout à fait brillant. Alors, tous les musiciens de l'Orchestre national de flûte sont issus du Simon Bolivar Orchestra, c'est ça? Oui. Ouais, en fait, l'Orchestre national de flûte du Venezuela, qui est aujourd'hui avec nous, c'est une aventure qui a commencé, ça fait 15 ans, 16 peut-être. Et à ce moment-là, j'ai donné des cours au conservatoire Simon Bolivar avec les jeunes des orchestres, bien sûr. Mais il y avait quelques-uns qui ne jouaient dans aucun orchestre en ce moment. Et une fois, ils sont venus chez moi pour parler avec moi. Ils m'ont dit, ils étaient tristes parce qu'ils disaient, bon, il y a tout le monde qui est dans un orchestre et nous ne sommes pas dans aucune. Et comme au Venezuela, on a beaucoup de créativité. C'est quelque chose qui ça fait partie de nous-mêmes, je pense. Je dis à ces garçons-là, je dis, écoute, on va faire une orchestre de flûte et on va commencer à répéter. Et tout de suite, il m'a dit, ah, la semaine prochaine, on répète. Non, pas la semaine prochaine. À ce moment-là, je me disais, comment ça sonne une orchestre de flûte? Comment on fait ça? Je ne savais même pas comment c'était. Mais je lui ai dit, je vais réfléchir. Laisse-moi 2-3 semaines et je vais voir comment on démarre. Donc, on a démarré, on a fait des arrangements. J'ai fait quelques arrangements de musique pour démarrer. Et on a commencé les répétitions. Et puis, je suis allé aux États-Unis pour la convention des flûtes qu'il y avait à cette année-là à Orlando. Et puis, j'ai vu qu'il avait il avait du répertoire, il y avait de la musique, il y avait des arrangements, il y avait tout. Donc je me suis dit, bon, voilà, on a tout ce qu'il faut pour véritablement créer une orchestre. Et là, je suis retourné, on a commencé à répéter. J'ai invité bien sûr aux professeurs de flûte qui étaient engagés au conservatoire. Et ils sont là aussi aujourd'hui.
J'aimerais bien qu'ils se lèvent, les professeurs, s'il vous plaît, les professeurs de flûte qui sont... Los profesores, por favor, levantez-se. Et ce qui était assez particulier à ce moment-là, c'est que les professeurs et les élèves ont joué tous ensemble. Et moi, des fois, je dirigeais, quelquefois c'était Raimundo, quelquefois Ember, Nicolas. On jouait tout le temps ensemble. Et on a vu que c'était une expérience assez particulière parce que les enfants, ils jouaient à côté de nous, donc ils sentaient qu'il y avait une pression, quelque chose d'important pour eux. Et ça continuait pendant tout ce temps-là. Et là, on est 16 ans après, ici en France, pour jouer pour vous tous. Et la directrice de l'orchestre n'est pas en ce moment-là, Maria Gabriela Rodriguez, qui était aussi mon élève, et je suis ravi qu'elle soit aujourd'hui avec nous et avec l'orchestre, la tête de l'orchestre. Donc, et ça correspond aussi à quelque chose qui est très particulier dans la flûte au Venezuela. C'est qu'on a fait un travail très académique à côté du répertoire folklorique. Pour nous, ça a été quelque chose de très important, et même s'il y a des professeurs qui ont étudié en France, comme c'est mon cas, il y a aussi José Garcia qui a fait ses études en France, il y a aussi José Antonio Naranjo qui a fait ses études en France, et c'est pour nous quelque chose de très important pour le développement des flûtistes de jouer le répertoire vénézuélien. Donc, même s'ils jouent Enesco, ils jouent, je sais pas, Kulaou, ils jouent les concerts Mozart, tout ça, aussi on a dans notre programme d'études, pratiquement, c'est quelque chose de presque obligatoire de jouer de la musique vénézuélienne. Et c'est ça qu'on va entendre aujourd'hui. On va entendre un peu de tout, parce que c'est aussi le but des flûtistes chez nous. Donc, je crois qu'on a beaucoup parlé ce soir. Et je vous remercie beaucoup pour votre patience. Et maintenant, on laisse la place à la musique. Merci beaucoup. Merci. On a encore une série d'images à vous passer. Normalement, vous voulez reparler derrière, mais ça ne durera pas très longtemps. On va finir là-dessus. Alors, on vous dit au revoir. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à rejoindre les passeurs d'art si vous avez envie d'aider ce magnifique projet. En tout cas, merci d'avoir été là et pour votre écoute. Merci.